Au début du XIXe siècle, l'Espagne était un géant aux pieds d'argile. Ce n'était plus la puissance qui faisait trembler le monde. La gloire de Felipe II, dans ce lointain XVIe siècle, n'était qu'un écho. L'empire était pourri de l'intérieur, affaibli par une cour plus soucieuse de son luxe que de son peuple. En 1805, le désastre de Trafalgar contre les Britanniques a non seulement coulé nos navires, mais aussi notre fierté et notre contrôle des mers. C'était le début de la fin. Mais le pire s'est produit à la maison. Mars 1808. La mutinerie d'Aranjuez. Le peuple, fatigué de la trahison et de la misère, s'est soulevé contre Manuel Godoy. La couronne était par terre. Carlos IV, intimidé, a remis le trône à son fils. Fernando VII. Une erreur fatale. La faiblesse des Bourbons ouvre la porte au loup. Napoléon Bonaparte, l'homme qui avait l'Europe à ses pieds, ne passait pas par le Portugal. Il est venu pour rester. En mai 1808. À la prison de Bayonne, il humilie la famille royale. Il les a forcés à se rendre comme s'il s'agissait de pièces d'échecs. Napoléon a mis son frère, Joseph Bonaparte, sur un trône qui ne lui appartenait pas. L'Espagne était, sur le papier, une province française. Mais Napoléon ne comptait pas sur une chose, la fierté espagnole. Le 2 mai 1808. Madrid devient un abattoir. Couteau contre baïonnette. Le peuple contre la meilleure armée du monde. La répression a été un véritable enfer. Les exécutions peintes par Goya n'étaient pas de l'art, c'était un véritable carnage. Mais le fusible était déjà allumé. La guerre d'indépendance n'était pas une guerre de généraux, c'était une guerre de haine. Les paysans et les civils sont devenus des fantômes, la guérilla, une résistance invisible qui a mis en pièces les Français à chaque coin de rue, sur chaque montagne. L'Espagne était brisée. Certains voulaient la modernité de la France, d'autres le retour du roi absolu, et au milieu des cendres, le libéralisme est né. Ils ne se battaient plus seulement pour un drapeau, ils se battaient pour l'âme d'une nation qui refusait de mourir. La guerre contre Napoléon n'était pas une bataille de cartes, c'était un conflit total. À Saragosse et à Gérone, les rues sont devenues des tranchées. Hommes, femmes et enfants se sont battus pierre par pierre, préférant mourir sous les décombres plutôt que de se rendre à l'envahisseur. Et puis, l'impossible s'est produit. Juillet 1808. Dans les champs de Belén. Le général Castano a humilié les aigles impériales. C'était la première fois que le monde voyait que Napoléon, le maître de l'Europe, pouvait saigner. Le mythe de son invincibilité est mort sur le sol espagnol. Mais pendant que les gens mouraient sur le front, un rêve est né à Cadix. 1812. Entre bombes et sièges, la Constitution est proclamée. La PEPA. C'était un cri révolutionnaire pour la liberté. Souveraineté nationale, division des pouvoirs, fin de l'absolutisme. L'espace d'un instant. L'Espagne a cessé d'être un fief de roi et est devenue une nation de citoyens. Cependant, l'espoir fut de courte durée. 1814. Napoléon tombe et Ferdinand VII revient. Les gens l'appelaient le désiré, mais ce qu'il reçut fut un tyran. Dans un acte de trahison sans précédent, le roi a déchiré la Constitution, rétabli l'absolutisme et déclenché une chasse aux sorcières. Les prisons étaient remplies de héros de guerre qui étaient désormais traités de traîtres parce qu'ils voulaient la liberté. L'exil ou la mort, tel était le destin des libéraux. Mais l'Empire saignait d'autre côté. Tandis que le roi persécutait son propre peuple. L'Amérique profitait du chaos pour briser ses chaînes.
Les joyaux de la couronne ont été perdus à jamais. La tension était insupportable, jusqu'en 1820. Le commandant Rafael del Riego dit que ça suffisait. À Cadix, les troupes qui devaient se rendre en Amérique se soulevèrent contre le roi. Fernando VII, à nouveau intimidé, a été contraint d'embrasser la constitution qu'il détestait tant. Marchons franchement, et moi le premier, sur la voie constitutionnelle, a-t-il dit cyniquement. Le triennat libéral a commencé. 3 années de chaos, de division et de fragilité. L'Espagne ne perdait plus seulement des terres, elle perdait son identité. L'ancien empire qui dominait le monde s'effondrait, de l'intérieur. Alors que l'Espagne s'enfonçait dans ses propres querelles, de l'autre côté de l'Atlantique, le plus grand empire de l'histoire s'effondrait. La trahison de Napoléon et la lâcheté des Bourbons en furent l'étincelle. En Amérique, ils ne voulaient plus être les sujets d'une couronne en ruine. Au début, les conseils d'administration prétendaient agir au nom du roi, mais c'était un masque. Le véritable cri n'en était qu'un, indépendance. 1810. Au Mexique, le prêtre Hidalgo a lancé le cri de douleur, une marée de paysans et d'indigènes qui se sont soulevés contre des siècles de domination. Dans le sud, des noms qui sont aujourd'hui légendaires ont commencé à rouler, Simón Bolívar, José de San Martín, et Bernardo O'Higgins. Ce n'était pas une guerre propre. C'était un conflit brutal, sanglant, où des frères se battaient contre des frères. Des villes entières ont été anéanties par la faim et les incendies. L'Espagne, ruinée et divisée, a envoyé des soldats vers une mort certaine. 1817. San Martín réalise l'exploit de traverser les Andes et écrase les troupes royales à Chacabuco. Le Chili était libre. Du nord, Bolivar, le libérateur, s'est avancé comme un ouragan, libérant le Venezuela, la Nouvelle-Grenade et l'Équateur. Le dernier clou dans le cercueil de l'Empire fut en 1824. Dans la pampa de la Quinua, la bataille d'Ayacucho sonna le glas de la domination espagnole en Amérique du Sud. L'Espagne a perdu ses joyaux. Il ne restait que des miettes, Cuba, Porto Rico et les Philippines. Le prestige international était à terre et l'économie, mortellement blessée. Mais la tragédie ne s'est pas arrêtée là. Avec la mort de Fernando VII, le pays n'a pas trouvé la paix, il a trouvé davantage de guerre. La lutte pour le trône entre les partisans de Charles, les absolutistes, et les libéraux d'Isabelle II, déclencha les guerres carlistes. L'Espagne s'est habituée au bruit des fusils dans ses propres villages. Des coups d'État militaires, des crises économiques et une haine idéologique qui diviserait le pays en deux pendant un siècle. Le pouvoir qui dirigeait autrefois le monde a terminé le XIXe siècle brisé, fragmenté et cherchant désespérément sa place dans un monde qui ne le respectait plus. Le déclin n'était pas une étape, c'était devenu notre réalité. Après des décennies de sang et de feu, l'Espagne était toujours perdue dans un labyrinthe d'instabilité. 1843. Isabelle II, une fille d'à peine 13 ans, est déclarée majeure. Ils lui mirent une couronne trop lourde pour un pays brisé. L'Espagne n'était pas gouvernée par des politiciens, elle était gouvernée par des épéistes. Les modérés, les progressistes et les militaires ont utilisé ces déclarations comme s'il s'agissait de votes. L'armée ne protégeait plus les frontières, elle décidait qui commandait à Madrid. Le général Narvaez a imposé d'une main de fer la décennie modérée. L'ordre était maintenu sur la base de la censure, des prisons pleines et de la peur du mur. Mais l'ordre sans liberté est une cocotte minute. Pendant ce temps, dans les montagnes de Catalogne et du Pays basque, le fantôme du carlisme était toujours vivant, saignant les ressources d'une nation qui n'avait aucun répit. 1854. Un autre coup dur.
O'Donnell et Espartero tentent de moderniser le pays au cours de la biennale progressiste. Ils parlaient de chemin de fer et de réformes économiques, mais la faim et la corruption allaient plus vite que les trains. L'Espagne était laissée pour compte, tandis que l'Europe était remplie d'usines, nous étions remplis de barricades. L'usure était totale. La reine, isolée dans une cour pleine de scandales et de cliques, a perdu le soutien de tous. 1868. La Gloriosa explose. Les généraux Prim et Serrano lancent un cri qui fait le tour du pays, « À bas les Bourbons ». Isabelle II traverse la frontière pour s'exiler, laissant derrière elle un trône vide et un avenir incertain. Le sexennat révolutionnaire commence. Une recherche désespérée de liberté. La Constitution de 1869 était un rayon de lumière, mais l'obscurité était trop dense. Le général Prim tenta de rétablir l'ordre en faisant venir un nouveau roi, Amédée de Savoie. Mais le destin de l'Espagne prend toujours une tournure tragique. 3 jours avant que le nouveau roi ne pose le pied à Madrid. Prim, le seul homme capable de soutenir le système, a été abattu dans la rue Turco. Le nouveau régime est mort-né, taché de sang et sans leadership. Tandis que les puissances européennes bâtissaient des empires industriels et conquéraient l'avenir, l'Espagne était toujours piégée dans sa propre boue, luttant simplement, pour ne pas disparaître. Mais l'instabilité n'a pas encore dit son dernier mot. Après la chute des Bourbons, l'Espagne a tenté de se réinventer. Le général Prim, l'architecte de la Révolution, cherchait une issue désespérée en faisant appel à un roi étranger, Amédée de Savoie. Mais le destin était cruel. Prim a été tué avant même que le nouveau roi puisse lui serrer la main. Amadeo I se retrouve seul, dans un pays qu'il ne comprend pas et qui ne l'aime pas. Entouré de complots et de crises, il finit par abdiquer en 1873. Sa phrase d'adieu dit tout, l'Espagne est ingouvernable. Et puis, l'expérience ultime est arrivée. La Première République. C'était la première tentative de vivre sans roi, mais elle était mort-née. Fédéralistes, radicaux et monarchistes se déchiraient pour le contrôle. Pendant ce temps, les guerres carlistes continuaient à saigner le nord, et au sud, le chaos cantonal poussait des villes comme Carthagène à se déclarer indépendantes. Le pays se fragmentait en 1000 morceaux. 4 présidents en quelques mois seulement. Un désordre incontrôlable qui s'est terminé comme les choses se terminaient toujours à ce siècle-là, avec le bruit des bottes militaires. Janvier 1874. Le général Pavia prend d'assaut le Congrès avec ses troupes. Un seul coup d'État met fin au rêve républicain. L'Espagne a repris le contrôle du sabre. Le déclin du XIXe siècle espagnol n'est pas dû au hasard, il s'agit d'une série d'occasions manquées. Pendant que les puissances européennes construisaient des usines, nous construisions des barricades. Tandis que le monde regardait vers l'avenir, nous restions prisonniers de la rancœur de nos propres guerres civiles. L'Espagne était toujours sur la carte, mais l'équilibre des pouvoirs avait changé à jamais. Nous étions une puissance historique, mais une nation fatiguée, blessée et divisée. C'est le siècle qui a forgé notre caractère, à travers le feu, la trahison et la résistance. Une leçon d'histoire qui rappelle qu'un pays qui ne sait pas s'unir, est condamné à le répéter. Je m'appelle Mentor Noriega, et c'était « L'effondrement du géant ».